Bonjour, dans le cadre de cette journée sur l'approche pratique du rôle des sols face au changement climatique et après l'exposé de Jean-Claude Germont sur les émissions de gaz à effet de serre par les sols, nous allons aborder maintenant le stockage du carbone dans les sols agricoles. Alors pour me présenter, je suis enseignant-chercheur à AgroParisTech et je travaille au sein d'unité de recherche qui s'appelle BioEnco et qui est située à Grignan. Alors pourquoi stocker du carbone dans les sols du point de vue d'un agriculteur? Eh bien parce que les matières organiques assurent des fonctions essentielles dans les sols. Elles jouent un rôle qui est reconnu depuis très longtemps dans la fertilité chimique des sols, parce qu'elles contribuent à la nutrition des plantes. Elles ont un rôle important du point de vue de la fertilité biologique des sols, c'est la ressource trophique des organismes vivants du sol. Elles affectent également la qualité physique des sols, c'est leur rôle dans la rétention de l'eau, dans la structure du sol. Et puis elles ont des rôles environnementaux, elles interviennent sur dans la qualité de l'eau, puisque leur minéralisation produit des polluants potentiels que sont les nitrates et les phosphates, et à contrario, elles retiennent les pesticides et les métaux. Et ce qui nous concerne aujourd'hui, elles ont un rôle important dans la qualité de l'air, puisque leur minéralisation produit des gaz à effet de serre, CO2, N2O, méthane. On peut dire que les matières organiques des sols sont une véritable plaque tournante du cycle des éléments majeurs, carbone, azote, phosphore et des polluants dans les écosystèmes terrestres. Du point de vue du carbone, les matières organiques contiennent du carbone et donc assurent la fonction de stockage de carbone dans les sols. Et on peut rappeler que les sols contiennent des stocks de carbone 2 à 3 fois plus importants que ce qu'il y a dans l'atmosphère. Alors toutes ces fonctions des matières organiques dépendent à la fois de leur quantité, de leur qualité, nature chimique par exemple, de leur localisation dans le profil de sol et puis de leur dynamique. Pourquoi qualité et dynamique? Eh bien parce que les matières organiques sont un ensemble complexe qui se renouvelle constamment par rapport et par biodégradation et qui est constitué aussi bien de débris végétaux plus ou moins fragmentés et biodégradés que d'organismes vivants et que de molécules organiques qui sont pour la plupart très fortement associées aux minéraux du sol. Alors je vais prendre deux exemples de fonctions pour vous montrer que ce ne sont pas les mêmes critères que l'on prendra en compte selon les fonctions attendues des matières organiques dans les sols agricoles. Le premier exemple concerne la fonction qui est peut-être la plus attendue des matières organiques du sol, qui est de fournir de l'azote par leur minéralisation. Et si on prend un exemple d'outil de bilan prévisionnel d'azote, un des termes est la quantité d'azote minéralisé à partir du sol, qui dépend du stock d'azote organique présent dans le sol multiplié par une constante. Ce stock d'azote organique, c'est la concentration en azote organique dans la couche de sol considérée que l'on là à partir d'une analyse de sol multipliée par la densité apparente de la couche de sol multipliée par son épaisseur. Et la constante est un coefficient de minéralisation des matières organiques du sol qui dépend de la température, de la teneur en argile et de la teneur en carbonate de calcium. On voit donc ici que cette fonction est une fonction qui dépend clairement des quantités de matières organiques présentes, donc du stock de matières organiques. En termes de qualité, toutes les matières organiques interviennent, mais ce sont plutôt celles qui sont facilement minéralisables. En termes de localisation, c'est une fonction que l'on cherche à optimiser sur l'ensemble de la couche explorée par les racines, mais au moins pour toute la couche arable. Et en termes de, est-ce que ça dépend de la dynamique des matières organiques? Ben oui, c'est clairement un flux de minéralisation que l'on attend. Prenons maintenant un autre exemple. Les matières organiques peuvent contribuer à limiter la battance des sols. Alors, une illustration que j'ai mise ici sont des photographies de deux parcelles adjacentes situées à Versailles, dont l'historique a généré des teneurs en matière organique extrêmement contrastées. Vous voyez la photographie de dessus, 0,9% de teneur en matière organique, c'est-à-dire 0,5% de teneur en carbone, et la parcelle en dessous, 3,4% de teneur en matière organique. Ces deux photographies ont été prises à la même date et vous voyez que les états de surface sont très contrastés, fortement dégradés en haut pour la teneur pauvre en matière organique, pour la parcelle pauvre en matière organique, et au contraire une structure très bien préservée pour la photographie située en bas. Si on passe à du quantitatif, est-ce qu'on peut relier la stabilité de la structure à la teneur en matière organique? Oui, on dispose aujourd'hui de relations telles que celles que je montre ici. Vous voyez que la stabilité de la structure, exprimée sur l'axe des ordonnées, est une fonction linéaire de la teneur en matière organique du sol, ce qui permet de relier des classes de stabilité structurale, comme je l'ai représenté ici, instable, moyennement stable, stable, à des classes de teneur en carbone organique du sol. Quelles sont maintenant les matières organiques qui y interviennent? Eh bien, à une échelle relativement macroscopique, essentiellement les êtres vivants.
en particulier racines et champignons, qui augmentent la cohésion entre particules du sol, et à une échelle très fine, les sécrétions des micro-organismes du sol et des matières organiques humifiées. Alors, si on prend la même grille d'analyse, de description, on voit que par rapport à cette fonction limiter la battance, la stabilité de la structure dépend, la stabilité de la structure dépend des teneurs en matière organique et des outils sont actuellement en développement à ce sujet. En termes de qualité, interviennent à la fois des matières organiques humifiées et les micro-organismes du sol. En termes de localisation, c'est une propriété qu'il sera crucial d'améliorer dans la couche tout à fait superficielle du sol. Et en termes de dynamique, à la fois ça ne dépend pas de la dynamique, hein, c'est la quantité de matière organique humifiée présente à un moment donné, mais ça dépend également du flux de minéralisation, puisque la minéralisation des matières organiques présentes va stimuler l'activité des micro-organismes qui, eux, agrègent les particules du sol. Vous voyez que les attendus vis-à-vis des matières organiques en termes de fonction peuvent être différents. On peut attendre d'avoir plus de matière organique, c'est vis-à-vis de la qualité physique, la ressource trophique, réserve de nutriments, stock de carbone, ou plus de minéralisation, dans le cas par exemple de la fourniture de nutriments, ou on l'a vu juste ici, de la stabilité de la structure, avec, vous voyez, quelque chose d'opposé, préserver un stock, utiliser un stock en le minéralisant. Et puis on peut avoir des attendus en termes de qualité, ce ne sont pas les mêmes matières organiques qui sont efficaces vis-à-vis de la capacité d'échange cationique, vis-à-vis de la stabilité de la structure, ou vis-à-vis de la protection de la surface du sol, vis-à-vis de la pluie. De quels outils de gestion dispose-t-on aujourd'hui pour aller au-delà des analyses classiques de sol, hein, qui ne caractérisent les matières organiques que par une valeur de C sur N? Alors oui, on dispose de nouveaux outils et je voulais en présenter un, c'est le fractionnement granulométrique des matières organiques. Cette méthode est aujourd'hui normalisée à la FNOR et tel que c'est schématisé ici, on procède à une dispersion du sol par agitation dans l'eau, puis à des opérations de tamisage, des opérations de flottation, qui permettent de séparer des fractions légères et grossières que l'on appelle matières organiques particulières, qui sont en fait des débris végétaux en cours de décomposition, que vous voyez apparaître ici sur deux photographies, prises l'une à la loupe, celle qui est colorée, et puis celle qui est en noir et blanc, prise au microscope électronique à balayage, donc des débris végétaux en cours de biodégradation. Cette méthode permet aussi de séparer les sables minéraux et puis une autre fraction organique qui sont les matières organiques associées à des particules plus petites que 0,05 mm, donc associées aux limons et aux argiles. Alors ces fractions organiques n'ont pas les mêmes propriétés, ne contribuent pas aux mêmes fonctions et les matières organiques particulières peuvent servir d'indicateur précoce de changement des stocks organiques du sol. Stocker du carbone dans les sols a donc un intérêt en termes de propriétés et fonctions. Maintenant, comment le faire ? Comment stocker et comment le mesurer. La fonction attendue est donc ici d'augmenter le stock de carbone, ce que l'on va mesurer au cours du temps. Ce qui provient d'une analyse de sol, c'est une teneur en carbone du sol qui est exprimée en grammes de carbone par kilo de sol ou bien en pourcentage et qui est ensuite traduite le plus souvent en teneur en matière organique exprimée en pourcentage en multipliant cette teneur en carbone par un certain facteur. Ensuite, les stocks, c'est-à-dire la quantité de carbone présente pour une surface unité, par exemple l'hectare, sur une certaine épaisseur de sol, c'est le produit de la teneur multiplié par la densité apparente multiplié par l'épaisseur de la couche considérée. Cette détermination est simple, mais elle n'est pas triviale, ce que je voudrais souligner avec deux petits exemples. Le premier, j'ai mis ici deux courbes, deux profils de teneur en carbone dans des sols, une parcelle sous labour et une parcelle, mettons, sous semi-direct depuis un certain nombre d'années. Vous voyez que la répartition en fonction de la profondeur est assez contrastée. Et pourtant, dans mon exemple, les stocks de carbone sont rigoureusement les mêmes, hein, ce qui veut dire que la surface délimitée par la courbe est la même dans les deux cas. Cependant, vous pouvez en conclure que si on fait un prélèvement très superficielle de sol, hein, mettons à 10 ou 15 cm de profondeur, on conclura de manière tout à fait erronée que les stocks de carbone sont plus élevés sous semi-direct, sous la courbe en marron que sous la courbe que pour la situation en orange. Un autre exemple ou caractère méthodologique, c'est que les changements de pratique peuvent tasser le sol
Et à ce moment-là, si on prélève toujours à la même profondeur, par exemple avec une tarière cylindrique à 30 cm de profondeur, on peut en fait prélever la couche sous-jacente et pas seulement la couche initialement visée. Donc deux exemples pour dire que ces points méthodologiques ont conduit en fait ne sont pas toujours respectés et expliquent des valeurs de stockage exagérées que l'on trouve dans la littérature. Dans ces stocks, que sont-ils? Alors, quelle est la situation actuelle? Alors, l'INRA a produit une carte des stocks de carbone des sols français à partir du réseau de mesure de la qualité des sols. Vous voyez donc là combien ça représente des milliards de tonnes de carbone. C'est un peu difficile à se représenter, mais ce que je voulais souligner en mettant cette carte, c'est qu'il y a une variabilité spatiale qui est très importante. Les régions avec les stocks les plus faibles pour la couche 0,30 cm sont représentées en jaune et les stocks les plus élevés se retrouvent dans les zones représentées en rouge et puis en noir. Ces stocks varient-ils? Alors voici une extraction de la base de données d'analyse de terre, ou BDAT, que vous pouvez consulter à l'adresse internet qui est citée ici. Alors cette base de données rassemble les analyses de terre réalisées par des laboratoires agréés, à la demande des agriculteurs, et qui sont assemblées à une échelle cantonale. Ici, l'exemple est une extraction qui compare les médianes cantonales entre les périodes 1990-1994 et la période 2000-2004. Les cantons représentés en blanc sont ceux pour lesquels les analyses sont insuffisamment nombreuses. Alors vous voyez, en fonction du code couleur, que les tendances sont contrastées sur le territoire français. Sans entrer dans le détail, les médianes cantonales sont stables dans certaines régions, augmentent dans d'autres et baissent dans certaines, Bretagne, Franche-Comté, Piémont-Pyrénéen par exemple. Les teneurs et stocks de carbone organique dans le sol dépendent du cycle du carbone, c'est-à-dire de la production primaire, mais aussi de la balance entre les exportations et les restitutions, et les importations de matières organiques exogènes qui vont déterminer le flux d'apport au sol, donc 3 premiers volants d'action, et dépend par ailleurs des flux de sortie de matières organiques qui ont lieu principalement par biodégradation et minéralisation, mais qui peuvent aussi avoir lieu par érosion et par lessivage, en sachant que dans la majorité des situations agricoles, dans nos conditions climatiques, ces flux de sortie, érosion, lessivage sont tout à fait négligeables par rapport à la minéralisation. Alors, ces différents points, là, de 1 à 4, représentent différents volants d'action pour gérer les stocks de carbone des sols et donc les teneurs en matière organique des sols. Première catégorie, on cherche à augmenter les entrées. Les volants d'action sont alors de restituer les résidus de culture, de développer les cultures intermédiaires et intercalaires, de développer les prairies temporaires, de développer l'agroforesterie, les haies, ou d'apporter les produits résiduaires organiques. Autant de volants d'action qui ont des efficacités variables du point de vue stockage de carbone, dont je ne parlerai pas parce qu'elles feront l'objet de présentation cet après-midi, mais je dirais simplement que ces pratiques, ou l'effet de ces pratiques ou systèmes sur le stockage de carbone dans le sol et les émissions de gaz à effet de serre font actuellement l'objet d'un travail d'expertise coordonné par l'INRA. L'autre stratégie consiste à essayer de limiter les flux de sortie par minéralisation. La réduction du travail du sol le permettrait en limitant la déprotection périodique des matières organiques lors des opérations de travail du sol et lorsque le sol est laissé nu, exposé à l'action des agrégentes de la pluie. De nombreux travaux, basés sur des essais au champ de longue durée, ont porté sur l'effet du semi-direct sur les stocks de carbone du sol. Nous avons récemment réalisé une synthèse de résultats d'essais publiés en les sélectionnant rigoureusement au plan méthodologique. Vous avez ici représenté en fonction de la durée de l'essai en abscisse la variation relative du stock de carbone pour la masse de sol correspondant à 30 cm de profondeur sous labour. Lorsque les valeurs sont positives, les stocks de carbone sont plus importants en semi-direct qu'en labour, et par contre, lorsque les valeurs sont négatives, les stocks sont moins importants en semi-direct qu'en labour. Ce que vous pouvez voir, c'est une variabilité très importante des stocks dans toute cette population d'essais, que globalement le stockage de carbone est quand même plus important en semi-direct qu'en labour. Toutefois, cette étude conduit à revoir les valeurs de la littérature à la baisse. Mais il ne faut pas oublier que si le non-labour n'apparaît pas si intéressant que cela en termes de stockage de carbone, cela n'annule pas les bénéfices annexes que l'on peut obtenir en concentrant les matières organiques dans la couche superficielle du sol. CF tout à l'heure, que dis-je, en termes de stabilité de la structure et de limitation de la battance.
Finalement, si les volants d'action existent, ils doivent être rigoureusement évalués et peuvent être mis en œuvre avec des bénéfices annexes en termes de propriété des sols. Mais il ne faut pas oublier que le stockage de carbone dans les sols présente des limites. Pour l'illustrer, j'ai repris les résultats d'un essai britannique très ancien où les stocks de carbone ont été mesurés sous une monoculture d'orge. Alors vous avez les résultats, donc c'est en fonction du temps, des stocks de carbone en ordonnée, et vous avez les résultats, les points en bleu clair correspondent aux parcelles témoins, et vous ne voyez pas de variation importante depuis 1850. Les stocks augmentent puis se stabilisent pour les points en vert qui correspondent à des parcelles dans lesquelles du fumier a été apporté annuellement, et les parcelles en bleu plus foncé correspondent à les résultats en bleu plus foncé correspondent à des parcelles où les apports de fumier ont été interrompus à partir de 1880. Ces résultats montrent que le stockage de carbone est lent, il faut des décennies pour arriver à un nouvel équilibre, qu'il est fini, c'est-à-dire qu'on n'augmente pas indéfiniment le stockage de carbone, on atteint un plateau, et puis il est réversible. Il faut maintenir la pratique stockante si on veut maintenir les stocks. En conclusion de cet exposé sur le stockage de carbone dans les sols agricoles, je dirais que finalement différentes voies d'action permettent d'augmenter les stocks, les teneurs et les stocks de carbone et donc de matière organique des sols, que en termes d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, cela représente un levier qui est temporaire mais qui est réel, qui se chiffre en milliers de tonnes de carbone par an pour le territoire français métropolitain, qui sont associés des bénéfices importants en termes de qualité des sols, et puis des bénéfices annexes, qualité de l'eau, biodiversité, et on peut d'ailleurs se demander si préserver, augmenter les teneurs et les stocks de matière organique dans les sols ne pourrait pas représenter un objectif de mesure agro-environnementale. Sur ce, je vous remercie pour votre attention.